10 heures passées et nous allons pouvoir peut-être enchaîner avec le débat suivant. On parlait d'humilité hier en ce qui concerne l'information, le traitement de l'information. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans la bouche des professionnels en ce qui concerne le traitement de la crise, car ils devaient faire face à une information et surtout à une incertitude, une problématique qui n'a peut-être pas été comprise dans tous les endroits de France et notamment dans les quartiers populaires. Et c'est ce que nous allons savoir maintenant autour d'une table ronde informée au temps du Covid dans les quartiers et sur les quartiers. Je vais demander aux intervenants de cette table ronde de venir me rejoindre sur la scène, en l'occurrence Yacine Alami de la chaise pliante, Abdelhaï El Badawi, présidente de Banlieue Santé, Latifa Woul-Queer, et puis le tout est animé par Nadia Atroubi Safsaf, qui est rédactrice en chef au courrier de l'Atlas. Bonjour madame, bonjour madame, monsieur, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est un petit peu en retard, peu importe, vous pouvez vous asseoir où vous voulez et je vous laisse débattre de ce thème et de cette thématique fort importante et effectivement l'informer au temps du Covid sur les banlieues et dans les banlieues. C'est à vous. Merci, bonjour, merci d'être là. Alors aujourd'hui nous sommes donc en compagnie de Latifa Woul-Queer, donc directrice du Bondi Blog, Yacine Alami qui a créé la chaise pliante, et on attend Abdelali El Badawi qui va pas tarder, qui est dans le train et qui devrait nous rejoindre très vite. Alors une question provoque avant de vous présenter, de vous laisser présenter votre média. Est-ce qu'il faut s'appeler Latifa ou Yacine pour parler des quartiers populaires? Yacine? Je laisse l'honneur à Latifa. Merci. Bonjour tout le monde. C'est évidemment une question dans laquelle il est pas difficile de répondre. On parle souvent, et là avec le baromètre du CSA qui est tombé récemment, de la diversité dans les médias, etc. Il faut savoir de quelle diversité on parle. Et il y a quelque chose, c'est vrai, on n'est pas obligé d'assigner les gens. Donc quand on parle quartier, on va dire, on va penser noir et arabe, et donc voilà. C'est pas forcément ça. Nous on plaide pour que les gens puissent. Enfin, un journaliste peut couvrir tous les sujets, peu importe d'où il vient. Si c'est un bon journaliste, c'est une question de rigueur. Après, la question de diversité, elle se pose. Elle est autant, on va dire, plutôt sociale que ethnique, etc. Donc non, je pense que j'aurais pu m'appeler Chantal et être là en tant que directrice du Bondi Blog. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin forcément de s'appeler Yacine ou Latifa pour en parler. Après, il y a des personnes qui sont plus concernées que d'autres, et il se trouve que c'est quand même une réalité dans les quartiers populaires quand on parle d'apartheid social ou de ghettoisation. Maintenant, je pense que parler aujourd'hui des quartiers populaires concerne les classes populaires en général, et je pense qu'il y a une diversité dans les quartiers. Pour ceux qui y vivent, ils le savent et ils le voient. Et effectivement, moi j'aurais bien aimé qu'on soit pas presque on est presque en non-mixité là dans le panel. Donc un peu de diversité, ça n'aura pas été de souci. Alors, on va rester avec vous, Yacine. Bonjour Abdelali, merci de nous avoir rejoints. On va rester avec vous, Yacine. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'initiative que vous avez lancée? D'abord, la chaise pliante. Pourquoi la chaise pliante? Et est-ce qu'elle est née, cette initiative, justement au moment de la crise sanitaire? Alors, ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait avec mon camarade qui s'appelle Naufel Mohamed, que je salue d'ailleurs, qui est militant à Clichy-sous-Bois, qu'on réfléchissait à cette initiative. Et effectivement, je pense que le moment du Covid a été accélérateur pour la simple et bonne raison qu'on avait l'impression, même s'il y a beaucoup de médias qui parlaient de la question du Covid dans les quartiers,
qu'il n'y avait pas vraiment la parole du quartier, mais vraiment profondément. C'est-à-dire quand on parle de quartier populaire, j'ai l'impression, et c'est pas du tout une critique, qu'on voit un peu les personnes des quartiers qui s'en sont sortis, entre guillemets, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait des grandes écoles, et pas forcément les personnes des quartiers dans leur diversité sociale et de formation et autres. Et en fait, la chaise pliante, elle est venue naturellement parce que la chaise, c'est un symbole dans mon quartier. Moi-même, c'est un symbole que j'utilise, c'est une chaise que j'utilise régulièrement quand on est posé avec des amis. Alors c'est lié à une autre problématique qui est le manque d'infrastructures dans les quartiers, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est pendant le Covid qu'on s'est dit que c'était le moment de créer et puis de créer un délire pour parler entre nous. Latifa, vous êtes donc la directrice du Bondi Blog qui fête ses 15 ans là, au mois d'octobre, qui est née suite. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots la genèse de la naissance du Bondi Blog? Oui, le Bondi Blog, c'est un média en ligne qui a été créé donc en 2005. En 2005, il y a eu les révoltes urbaines qui ont suivi les morts de Ziad Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Donc le Bondi Blog est né de là. Il a été créé par des journalistes suisses de l'Hebdo, qui est un magazine qui aujourd'hui n'existe plus, mais donc ils sont venus raconter le quotidien en se disant qu'est-ce qui se passe quand les voitures ne brûlent plus dans les quartiers, comment on raconte ça. Et voilà. Et après, ils ont passé le relais à des habitants sur place, dont Mohamed Hamidi qui a repris le flambeau, et ensuite Nordine Nabili. Alors Abdelali, vous avez, alors c'est pas un média, c'est une association. Vous n'avez pas de micro? Oui. Alors c'est une association et qui a vocation à mettre en lumière les inégalités au niveau de la santé. C'est bien ça? Oui, donc bonjour à tous, désolé du retard, je viens de Paris, donc c'était un peu compliqué pour venir jusqu'ici. Ouais, effectivement, donc nous c'est une association qui a vocation à surtout créer d'abord des solutions d'inclusion sociale et médicale. C'est comment aujourd'hui les habitants peuvent se prendre en main et comment on arrive à leur amener la santé. Je voulais juste revenir sur une définition de banlieue parce que elle est vue comme une définition plutôt péjorative, alors que d'un point de vue historique, banlieue c'est les lieux bannis, la mise au ban, donc c'est toutes les personnes qui finalement sont éloignées du système de soins. Donc on peut considérer que la ruralité sont éloignées du système de soins et exclues, donc ils peuvent aussi intégrer le mot banlieue. Moi je suis professionnel de santé, je suis infirmier avant tout, et l'objectif premier c'est vraiment de proposer des solutions qui permettent aux habitants et aux habitantes aujourd'hui en France et accès à la santé, parce qu'il faut le dire, il y a des chiffres aujourd'hui qui sont très clairs. Il y a à peu près 10 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur en France en 2020. Et donc il faut se poser la question pourquoi. Donc on est là pour y répondre. Alors, on l'a vu, le Covid a mis en lumière des inégalités sociales aussi. Est-ce que vous avez été davantage sollicité par les médias sur votre initiative pendant cette crise sanitaire? Oui, j'ai été beaucoup médiatisé. On a eu beaucoup de médias qui sont venus nous voir. Alors, je remercie Latifa et le Bondi Blog parce que ça a été les premiers à exprimer ce qui allait se passer dans les quartiers. Le 15 mars, on avait publié un article sur le Bondi Blog qui expliquait qu'il allait y avoir une surmortalité dans les quartiers, notamment dans le 93, qu'il y avait une méthode pour aller toucher ces publics-là. Et c'est vrai que ça nous a effectivement mis en lumière. On n'attendait pas ça parce que en fait, nous, on est là pour taffer, on fait le boulot. Et c'est vrai que ça a accéléré plutôt aujourd'hui notre organisation. Et c'est vrai que de toute façon, depuis le départ, ceux qui nous ont fait confiance, c'est des médias qui nous connaissent et qui savent nous parler aussi, parce que je pense que c'est important de comprendre comment la population elle vit les choses, et le Bondi Blog a été là pour tout de suite vraiment mettre en lumière ce qu'on fait. Donc merci à Latifa et l'équipe du Bondi Blog.
Bon bah c'est la bonne transition pour revenir à la TIFA. Donc vous, le 15 mars, vous vous dites il y a une crise sanitaire qui arrive, comment on va la traiter dans les quartiers? Oui, il y avait déjà ça. Et puis il faut savoir que donc je suis arrivée au Bondi Blog avec Ilyes Ramdeni, qui était alors rédacteur en chef début 2019. On s'est dit la santé, on n'en parle pas assez dans les quartiers. C'était terrible parce qu'on parle beaucoup des inégalités dans l'éducation, l'accès à l'emploi, au logement, etc. Mais cette inégalité-là, finalement, en fait, face à la mort, ça nous choquait un peu qu'on n'en parle pas. Donc oui, on avait déjà sollicité Abdelali parce que voilà, c'était un acteur qu'on avait trouvé qui agissait sur cette question-là, enfin banlieue santé, etc. Et donc on a créé une rubrique santé courant 2019. On a fait des papiers sur les inégalités sociales de santé. Et puis là arrive le Covid. Et en fait, on avait déjà créé des liens avec banlieue santé parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'acteurs sur ce sujet-là, de la même manière qu'il y avait peu de couverture journalistique finalement, alors que c'était assez terrible. La Seine-Saint-Denis est un désert médical. Il y a plein, enfin voilà, Abdelali en parlera mieux que moi, mais des maladies chroniques qui sont surreprésentées, etc. Un problème d'accès aux soins, parce que l'accès aux soins, c'est avant tout une question aussi juridique, administrative, donc les gens ont plus de mal. Et donc du coup, arrive la crise sanitaire, et voilà, Ilyes, qui était rédacteur en chef à l'époque, publie cette tribune de banlieue santé. À l'époque, et le 15 mars, on était dans les médias plutôt sur la question dans les quartiers populaires, on ne respecte pas le confinement, etc. Et donc, c'était vraiment autre chose en fait. On était plus sur la culpabilisation de ces populations-là, et ça a mis un peu de temps avant que les gens comprennent qu'en fait non, dans ce département-là, en fait, il y avait beaucoup de gens qui devaient continuer à travailler, beaucoup de gens qui devaient se confiner dans des circonstances plus compliquées, dans des surfaces plus petites, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, et en fait finalement de manière fidèle à ce qu'est le bébé aussi, de prendre un peu un autre angle de vue et d'aller à rebours de ce qu'on pouvait entendre et lire ici et là. C'est vrai qu'il y a des maladies qui sont comme le diabète et Alzheimer, qui sont des maladies très présentes dans les quartiers populaires, qui sont assez peu traitées dans la presse quotidienne ou mainstream, j'ai envie de dire. Nous, au Courrier de l'Atlas, on avait pu pointer justement le fait que les familles franco-maghrébines étaient davantage touchées par ces maladies-là. Donc il y a une autre discrimination qui est passée sous silence aussi, et je me tourne vers vous, Abdelali, pour en parler. Il y a une discrimination dont on a un peu entendu parler, qui s'appelle le syndrome méditerranéen. Et alors, je ne sais pas si les gens dans la salle savent ce que ça veut dire, le syndrome méditerranéen. Abdelali, est-ce que vous pouvez leur expliquer, ou je le fais, mais non, tu peux le faire, non? Non, en fait, alors d'expérience professionnelle, aujourd'hui, moi, je suis infirmier, et c'est vrai que je vais essayer de définir, mais avant de définir, je vais vous donner un cas concret. Aujourd'hui, il y a certaines pathologies qui sont adressées en milieu hospitalier et qui sont vues par un médecin comme pas forcément une pathologie chronique, mais comme un délire, par exemple. Et de l'autre côté, vous avez aussi des patients qui arrivent en pensant qu'ils sont pas malades, mais que c'est d'un point de vue culturel, ils ont une problématique psychologique et culturelle qui est vue comme une approche plutôt culturelle que comme une approche, je dirais, pathologique. Et c'est vrai qu'on arrive aussi parfois en milieu hospitalier où il y a des espèces de confrontation par les professionnels de santé qui ne comprennent pas forcément comment ces patients vivent aujourd'hui des maladies, notamment surtout les maladies psychiatriques, qui sont d'ailleurs un gros fléau et qui ont été très 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 peu communiqués pendant la période Covid. Et là aujourd'hui, on a beaucoup de patients aujourd'hui qui sont adressés pour des problèmes psychiatriques. Et donc il y a un volet en fait où on a la santé aujourd'hui, c'est trop compliqué pour les gens. L'information est trop peu facilitée. On a eu un exemple parfait, c'est que le ministère de la Santé avait expliqué les messages de santé publique en français, mais on a multitude de patients d'origine, notamment en Seine-Saint-Denis, on a plus de 140 langues par exemple, et ça
vous aviez une grosse frange de la population qui n'avait pas du tout accès à l'information. Par exemple, la distanciation sociale pour certaines cultures, ça n'existe pas, ça se comprend pas en fait, ça se définit pas. Donc nous, par exemple, typiquement, on a traduit les messages de santé publique en plusieurs langues par des professionnels de santé en prenant des périphrases parce que certains patients ont une certaine approche culturelle de la santé qui est complètement différente de l'approche culturelle de la santé en Occident. Donc il y a aussi toute cette approche aujourd'hui où la santé publique, c'est quand même une approche vraiment diverse et variée qu'il faut prendre en compte et que en France on prend très peu en compte par rapport à d'autres pays anglo-saxons où quand même on est très avancé sur ces sujets-là. Par exemple, nous on fait ce qu'on appelle de la santé communautaire. Alors je vais bien définir la santé communautaire parce que ça peut être mal perçu ou mal interprété. La santé communautaire, en fait, c'est un ensemble de prises en compte qui sont le niveau de vie sociale, les structures sociales qui existent, sanitaires, les associations localement qui sont implantées et l'idée c'est en fait de travailler avec tous ces acteurs pour faire ce qu'on appelle de la santé communautaire qui existe depuis très longtemps, hein, qui est beaucoup utilisé par les ONG humanitaires parce que pour aller toucher un public qui est socialement parfois en difficulté sociale et précaire, il faut avoir une approche humaine et une approche de proximité. Quand je parlais de syndrome méditerranéen, je pensais aussi au fait que certains professionnels de la santé minimisent les douleurs de certains patients en disant que ça fait partie de l'aspect culturel d'en rajouter. Voilà. Ouais, et effectivement, en fait, le lien avec, par exemple, la psychiatrie. Et ce que tu viens de dire, en fait, c'est que, par exemple, parfois, on va avoir des patientes ou des patients qui vont arriver aux urgences et ils vont être adressés pour un délire. Et en fait, on va juste dire, en fait, elle est hystérique. Mais en fait, la personne, elle vit à l'intérieur une certaine souffrance. Et on a un professionnel de santé qui, parfois, va être plutôt dans le rejet de la souffrance de la personne et qui ne va pas être dans une écoute attentive. Et il y a un vieil adage chez nous qui dit il faut écouter 2 fois parce qu'on a 2 oreilles et une fois pour parler. Donc on écoute très peu aujourd'hui et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est d'écouter en fait. Merci, puisque c'est toi qui fais les transitions, c'est magnifique. Je reviens sur Yacine, justement, et sur le fait d'écouter. Aujourd'hui, la chaise pliante, elle va donner la parole aux habitants pour les habitants, c'est ça ? C'est exactement ça. Le concept, il est super simple. Hein. Vous voyez les chaises pliantes de pêcheurs. Moi, je préfère dire ça parce que j'ai vu pas mal d'articles dans les médias qui disaient c'est la chaise pliante des guetteurs dans les quartiers. Et l'idée, en fait, c'est juste de se poser dans un quartier et puis d'interviewer, de faire des discussions avec des personnes qu'on ne voit pas beaucoup. Parce que, encore une fois, on est quand même dans une période où les choses ont évolué sur la prise de parole des personnes issues des quartiers populaires. Mais nous-mêmes, en fait, je m'en suis rendu compte moi-même, dans notre façon de donner la parole, c'est pas une forme de choix ou de discrimination, mais on choisit vraiment les personnes qui sont déjà connues ou qui ont une facilité de parole, et on oublie en fait certains qui ont envie de parler et qu'on n'écoute pas. Et justement là pendant la pandémie, je pense que ça a été le moment catalyseur pour parler, parce qu'on a utilisé ça, même si on n'a pas encore formalisé ça en vidéo, pour parler de la question de la pandémie dans les quartiers et surtout des violences qu'il y a eu, parce que nous on a été directement sur le terrain et sur plusieurs villes et plusieurs endroits, donc notamment à Clichy-sous-Bois et dans le 19e et dans le 20e, sur les jeunes en fait qui avaient envie de parler de leurs problématiques qu'ils ont vécues pendant cette pandémie, notamment du rapport à la police. Et je pense que ça a été un moment où ils ont eu envie d'en parler, et ça a eu des conséquences, puisque je pense qu'une chose qu'on oublie de ce confinement et du post-confinement, c'est que les quartiers n'ont jamais été autant
sujet dans les médias. Tu disais tout à l'heure, on parlait beaucoup des quartiers pour dire qu'ils ne respectaient pas le confinement, etc. Mais pour beaucoup de jeunes, ça a été surtout un moment où les pressions policières liées aux attestations, aux sorties ont été violentes, et surtout les agressions en fait de la part des policiers. Et juste après le confinement, le moment du 2 juin, je pense qu'a été incroyable, où c'est les jeunes des quartiers qui sont venus en manifestation, et pour dire que la chaise pliante, c'est ça aussi. Pour l'instant, on a seulement entre guillemets 3 émissions, mais on vise à vraiment continuer de façon hebdomadaire, donner la parole à des personnes qu'on entend peu. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle serait capable de me citer une initiative positive qui a eu lieu dans les quartiers populaires ces 6 derniers mois ? Alors, je veux bien que vous mettiez au micro. Alors, c'est assez frappant de voir qu'on est une 50aine de personnes, je pense. Il y a une seule personne qui est capable de le faire. 2. Pourquoi ? Parce que, je vais vous donner la parole dans 2 minutes. Non, mais restez là. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les médias mainstream, on ne montre que ce qui ne va pas et on ne montre pas les initiatives positives. Pourtant, je pense que Latifa, Yacine, moi-même ou Abdelali, on pourrait vous en raconter des dizaines et des dizaines d'initiatives positives. Donc, je trouve ça un peu dommage. On expliquera ça après pourquoi avec Latifa, mais je veux bien que vous nous en parliez. Présentez-vous. Ouais. Je suis pas très à l'aise. Moi non plus. Je suis étudiante à l'école du journalisme de Tours, donc c'est aussi pour ça que je scrute les médias. Et donc moi j'avais vu qu'il y avait des dons alimentaires qui avaient été faits pour des personnes sans abri, il me semble. Voilà, c'est tout, mais j'avais trouvé ça déjà honorable. Non, mais c'est le genre d'expérience qui est assez intéressant à montrer, parce que, comme on pourrait le répéter avec Latifa, c'est ce que nous on a couvert et à travers le Courrier de l'Atlas et à travers le Bondi Blog, tous les jours des initiatives qui étaient faites dans des quartiers par des jeunes qui ont fait ça de manière spontanée ou des fois encadrées par des associations, et c'est vraiment dommage que toute cette générosité ne soit pas mise en avant. Alors je vous écoute. Oui, donc moi il se trouve que je vis dans une ville qui s'appelle Ivry-sur-Seine et que j'ai tout de suite été frappée par la solidarité qui s'est produite, notamment avec les enjeux de besoins alimentaires qui ont explosé, et que j'ai fait une enquête dans les Échos pour raconter comment ça s'était organisé à Ivry avec le soutien de la mairie qui avait vu que, évidemment, le secours populaire c'était des retraités, etc. Et donc, en fait, j'en suis assez fière. Non, mais c'est pas pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si je le dis, c'est qu'effectivement, bon, d'abord aux Échos, on fait pas beaucoup ce genre de choses, et que je l'ai fait parce que moi, ça me paraissait important, mais qu'effectivement, j'ai noté, mais peut-être qu'on pourrait dire aussi la même chose vis-à-vis de la jeunesse en ce moment, que ce qui est pointé beaucoup, c'est les aspects négatifs, comme s'il y avait un enjeu d'un collectif qui était supérieur et que certaines populations ne respectaient pas. Voilà, donc je trouve que c'est... Mais je trouvais important qu'on se le dise entre nous, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là que pour faire du blabla, et c'est aussi important d'avoir une autocritique sur notre métier. Et je vois qu'il y a des jeunes journalistes dans la salle, et je pense qu'il faut aussi interroger nos pratiques journalistiques et de dire, est-ce que moi, comment je travaille sur les représentations, et comment, en tant que journaliste, je peux perpétuer cette représentation. Alors, Latifa, je me tourne vers toi pour dire, alors, pourquoi aujourd'hui, banlieue, c'est toujours un peu mortifère ? Parce qu'il y a un traitement qui reste sensationnaliste, c'est-à-dire qu'on va toujours venir quand il se passe des choses extrêmement graves ou dramatiques. L'idée, c'est en fait d'essayer de sortir de ce traitement-là. Là, on vient de le voir, effectivement, la solidarité à l'œuvre dans certains quartiers, qu'elle ait été pendant la crise sanitaire ou même avant, c'est quelque chose à observer qui est assez, journalistiquement intéressant, mais qui est assez rare en fait. C'est-à-dire que des jeunes entre 15 et 25 ans, qui se mobilisent pour faire des maraudes pour les sans-abri en hiver, etc. Enfin, je sais pas, on voit pas ça partout en France, et c'est quand même assez extraordinaire. Il y a même des jeunes qui eux-mêmes mettent de l'argent, créent des cagnottes, etc. Après vont eux-mêmes acheter les cours. Enfin, c'est quand même toute une organisation, quelque chose qui est extrêmement précieux pour la société française et qui est rare. Mais en même temps, journalistiquement parlant, il s'agit pas de dire ce sont tous des dealers ou des violents ou ce sont tous des anges.
on est sur un fil parfois quand on parle des quartiers, parce que en fait, la normalité n'y est jamais présente dans le traitement journalistique, et c'est ça qui est assez dramatique. C'est que on peut raconter ces quartiers-là comme on raconte plein de coins de la France. On peut se dire, par exemple, quand on est en région parisienne, quand un journaliste fait un sujet sur la rentrée ou sur pourquoi ne pas aller interroger des gens dans les quartiers, etc. Enfin, c'est extrêmement frustrant de voir que ce traitement-là demeure, sensationnaliste, etc. Et s'ajoute ces derniers temps aussi tout l'aspect islamisme, communautarisme, etc. Et donc du coup, c'est compliqué d'être dans une posture de média comme nous pour le Bondi Blog de quartier et de dire en fait on n'est ni le journal des bonnes nouvelles et de dire regardez en fait les gens sont bien dans les quartiers, ni de dire en fait tous les médias ont raison et ils brûlent tous des voitures. C'est entre deux là, mais en fait c'est ce qui fait un peu le sel et le premier principe, la base du métier de journaliste en fait. Ce qui est demandé pour le traitement des quartiers, c'est ni plus ni moins que cela. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse un échange avec la salle. Si vous avez des questions, je vous invite à venir au pupitre. Non, mais si vous n'avez pas de questions, je vais être obligée de meubler. Donc c'est pas cool. Le pupitre, ça met la pression, je pense. Si on faisait tourner un micro, je sais pas si... Est-ce que... Il y a un courageux. C'est le plus dur, c'est la première question après. Est-ce que ça marche? Oui. Donc moi je m'appelle Ludovic Ménard, je suis le directeur de l'Écho du Berry. C'est un journal plutôt qui parle de la campagne. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on vit chacun un petit peu dans notre monde et que moi si je vous demandais des initiatives qui sont passées à la campagne, ça vous serait peut-être aussi difficile. Et je trouve que ce qui est louable, c'est qu'on essaye de se battre un peu pour montrer que nos territoires vivent. Et je crois que c'est ce que vous faites. Et dites-vous que le combat, il est un petit peu partout pareil. Alors c'est sûr que dans les quartiers, vous avez raison, il y a une image un petit peu particulière qui est donnée, mais il y a aussi des images d'Épinal sur la campagne, sur le manque d'activité, ou je sais pas, l'image que vous pourriez avoir un peu présupposée de la vie dans des départements où il vous semble pas se passer grand-chose. Et je trouve que nous, notre métier, c'est de montrer justement qu'il y a de la vie et que c'est un cercle vertueux. Si nous on montre que nos territoires vivent, les gens s'y sentiront bien et quelque part nos médias pourront vivre et nos territoires pourront vivre. Et je pense que c'est l'objectif que vous devez avoir. Montrer effectivement qu'il n'y a pas que des choses qui se passent mal et montrer qu'il y a des gens qui prennent l'initiative, des responsabilités. Et je pense que c'est un combat qui est aussi partagé par d'autres territoires et pas uniquement dans les quartiers. C'est juste ce que je voulais vous dire. La chaise pliante, ça se plie bien à l'initiative. Vous pouvez mettre une chaise pliante dans les quartiers. Je vais laisser Latifa répondre après. Oui, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nié, mais en plus, on se le disait en venant, qu'il y avait des similitudes entre les centres-villes de milieux ou de départements ruraux et ceux de banlieues parisiennes, etc. On a la même question de la disparition des petits commerces. La santé, les problèmes de santé, on a les mêmes. Oui, mais par exemple, c'est vrai qu'on est plus conscient, c'est vrai que pour la campagne, ce sont des déserts médicaux, mais quand j'ai fait des papiers, que j'ai dit aux gens, en fait, la Seine-Saint-Denis est un désert médical, tout le monde m'a regardé comme ça en disant, voilà. Et cette image particulière dont vous parliez, en fait, c'est une image extrêmement violente, liée avec plein de clichés racistes, etc., qui est collée. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de similitudes. Et en fait, c'est ce qu'on disait en venant, il ne s'agit pas de se mettre en opposition, etc. En fait, mais en plus, ces réalités-là, on les connaît. Moi, personnellement, il se trouve que j'ai 30 ans, j'ai vécu la moitié de ma vie dans un département rural et l'autre moitié dans un département d'Île-de-France et dans un quartier populaire. Donc, tu cumules les handicaps. C'est ça, exactement. Donc, en fait, c'est assez... moi, de mon point de vue, c'est vrai que c'est assez aussi frustrant de voir des jeunes dans des milieux ruraux qui sont éloignés de perspectives, de possibilités, de liens avec plein d'initiatives positives, et de voir aussi que finalement, il y a des jeunes de quartier qui sont entre guillemets plus proches, par exemple, de Paris, si on imagine Paris comme le lieu où tout se passe, et qui ont la même censure, qui ont la même difficulté à y aller. Donc non, enfin, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire, une genre de
convergence, hein, on parle souvent de convergence des luttes, mais là peut-être journalistique sur ces thèmes-là, parce qu'il y a vraiment plein de sujets qui nous rassemblent, et je le rappelle, on en discutait sur la route en venant. Pour le coup, dans le numéro du mois d'octobre, je prêche pour ma chapelle du Courrier de l'Atlas, on parle de la désespérance justement des quartiers et des milieux ruraux, et on parle du livre de Nassira Nouadem qui était nominé pour le prix du journalisme, le livre sur Romorantin, où justement on fait le parallèle entre qu'est-ce qu'être dans une petite ville du Loir-et-Cher et devenir d'un quartier populaire, le décloisonnement, le transport, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition en fait. Je pense que même je rejoins tout à fait Latifa, puisqu'on en parlait dans la voiture, sur les convergences. Voilà. Yacine, tu voulais rajouter quelque chose? C'est marrant que vous parlez de ça, parce qu'effectivement, comme elles l'ont dit, on en parlait juste avant d'arriver, et je disais même que ça serait super intéressant un jour de faire un panel et une table ronde avec ces regards croisés de personnes issues des quartiers populaires et de personnes ici des milieux ruraux. Et justement, parmi les projets qu'on a avec la chaise pliante en termes d'émissions et de bouger un peu des endroits où on vit et des endroits qu'on connaît, c'est justement d'aller à la rencontre des milieux ruraux et de faire des interviews aussi dans les milieux ruraux, parce qu'on pense que c'est tout aussi pertinent. Et comme l'a dit Latifa, il y a énormément de similitudes, notamment sur la question des déserts médicaux. Effectivement, il y a aussi des différences sur le traitement médiatique. Certes, il y a des idées reçues sur les campagnes, mais c'est pas aussi violent, et ça n'a pas le même impact sur la vie des personnes. Nous, personnes ici des classes populaires et des quartiers populaires, malheureusement et tristement, ça a un impact sur la recherche de logement, ça a un impact sur la recherche de travail. Je dis pas que c'est pas forcément le cas pour les personnes issues des milieux ruraux, mais je vois mal une personne dans l'immobilier dire non, tu vas pas passer ce logement à cette personne parce qu'elle arrive de la campagne. Mais en tout cas, voilà, effectivement, un regard croisé sur les difficultés et les inégalités présents dans le milieu rural et dans les quartiers populaires, ça serait pertinent. Merci. D'autres questions? Oui, il y a quelques jours, le CSA a publié son baromètre là, sur la diversité dans les médias, et on voit que ça n'a pas beaucoup progressé. Je reviens à la question préalable, est-ce qu'il faut s'appeler Mohamed ou Latifa pour parler des quartiers? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un réel problème justement dans les rédactions qui cultivent un peu l'entre-soi, pour être caricatural, on va dire un petit peu avec l'archétype de l'homme blanc? Est-ce que ceci explique cela? C'est-à-dire que le traitement que vous pouvez juger dans les médias, donc le traitement des quartiers, des banlieues, qui est toujours négatif, toujours, ou principalement négatif ou à charge, s'explique aussi, ou pourrait s'expliquer par le manque de diversité dans les rédactions. Alors justement, quand les responsables, Jérôme, il est là-bas, Jérôme Bouvier m'a demandé modérer cette table ronde, je lui ai dit oui, mais je vais mettre les pieds dans le plat et te faire une remarque. Pourquoi il n'y a que des gens de la diversité dans cette table ronde pour parler des quartiers populaires? Il me dit mais c'est vrai que c'est à l'échelle de nos rédactions. Alors comme on est entre nous depuis tout à l'heure et que je dis que ce travail d'autocritique il est nécessaire, posons-nous la question de pourquoi dans les médias mainstream il n'y a pas plus de gens issus des quartiers populaires, et pas seulement parce qu'ils sont noirs ou arabes, mais pourquoi les quartiers populaires? Parce qu'il y a la question de l'accès aux écoles de journalisme, il y a l'inégalité des chances, il y a la question de l'éducation. Quand on vient d'un quartier populaire et que votre prof de français n'est pas là pendant 3 mois et qu'il n'est pas remplacé, ça pose question. En fait, c'est un effet boule de neige, d'accord? Donc, moi, je suis journaliste depuis 17 ans. Et j'étais pigiste avant d'être rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Moi, j'ai grandi à Palais Royal, musée du Louvre. D'accord, à Paris. J'ai pas du tout grandi en banlieue, j'ai pas grandi en cité. Les premiers sujets qu'on m'a demandé de faire, c'était sur la banlieue et forcément sur la drogue. Et je leur disais, mais moi je connais pas ces sujets en fait. Je travaille sur les représentations. Je suis doctorante en sociologie, je travaille sur les représentations. Mais on m'a on m'a appelé, on m'a proposé de faire ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut vraiment faire cette autocritique. Et nous, on a créé une association qui s'appelle Presse et Cité pour travailler justement sur essayer en tout cas d'amener ces sujets-là dans les rédactions.
avec très peu de succès, hélas. Voilà. Mais je vais laisser là-dessus. Et alors, je terminerai juste avec Prenons la Une hier, parce que ça m'a fait écho. Hier, il y a eu un prix qui a été remis au collectif Prenons la Une, et je trouvais que ça faisait écho au fait qu'il y avait manque de diversité. Est-ce qu'il faut créer des collectifs comme ça où il faut... Et en même temps, c'est stigmatisant pour nous, parce qu'on n'a pas envie d'être reconnu comme journaliste issu de l'immigration. On a envie d'être reconnu comme un professionnel, comme un journaliste capable de parler de tous les sujets. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, tous les ans, c'est le même constat. Le baromètre du CSA vaut pour ce qu'il est. Et ce que je disais, ce serait intéressant aussi si dans ce baromètre, on avait toutes les fois où des journalistes sont venus proposer des programmes incluant des minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques, etc., ou de quartier. Et en fait, les chaînes ont opposé une fin de non-recevoir, ou les médias de manière générale. Ce problème, il est récurrent. Et le souci, c'est qu'on le voit dans le traitement de certains sujets. On l'a vu pendant le confinement. On a vu un reportage sur Paris Match sur une association qui faisait des maraudes, etc., mais qui était vraiment, entre guillemets, ni fait ni à faire. On aurait dit vraiment un papier du début des années 2000. On va être gentil. Donc, ce problème-là, il est toujours là dans un métier, dans un secteur économique qui est en crise, comme tout le monde le sait. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres. Chacun essaie d'avancer, de créer des initiatives. Le Bondi Blog, depuis 2009, a une prépa égalité des chances avec le SJ Lille, où tous les ans on sélectionne 20 étudiants boursiers et on les aide à préparer les concours des écoles de journalisme. D'ailleurs, j'ai reconnu Julia, qui est là-bas et qui est à l'école de journalisme de Tours et qui a fait notre prépa l'année dernière. Et donc voilà, il y a plein d'initiatives comme ça, mais à un moment donné, en fait, c'est s'il n'y a pas une volonté des dirigeants de chaînes, de médias, etc., si on n'a pas des personnes avec un background, on va dire, social, qui ont des postes à responsabilité dans les médias, je vous dis la vérité, ça va pas changer, en fait. C'est même pas une question, il y a ce problème de volonté-là, et parce qu'en fait, aussi, quand les personnes ne sont pas vraiment concernées par la question, eh ben, elles vont un peu moins faire l'effort ou le forcing d'accepter tel sujet dans le journal ou de recruter telle personne, voilà, à compétences égales, de préférer quelqu'un qui ressemble moins aux personnes qui sont déjà présentes dans la rédaction. Toutes ces petites choses-là, en fait, elles sont nécessaires, comme ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas forcément assigner un arabe ou un noir au traitement de la question des quartiers. En fait, on se retrouve avec... la situation n'a tellement pas évolué que là, on se retrouve à devoir régler tous les problèmes en même temps, de représentation, d'assignation, etc. Et en fait, c'est compliqué parce que effectivement il y a beaucoup de choses à voir, et pareil, par exemple le Bondi Blog, on pourra nous taxer d'être entre guillemets communautariste ou de s'intéresser au quartier, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand les gens créent des médias, qu'ils soient consacrés à une certaine diaspora ou à une catégorie sociale? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, il y en a marre de se voir claquer la porte de tous les autres médias. Donc en fait, on se dit, vous en voulez pas, et ben en fait, on va le faire nous-mêmes. Et après, on va dire aux gens, mais pourquoi vous restez entre vous? En fait, il faut se demander qui est resté l'entre-soi originellement, il vient de quelle partie de la population. Allez, on prend une dernière question, s'il y en a une. Oui. Merci. Bonjour, oui c'est bon, on m'entend. Je suis Chadi Yaya, journaliste en formation à l'école publique de journalisme de Tours. Et donc je me demandais si dans les quartiers populaires il y avait une défiance vis-à-vis de la presse à cause du traitement médiatique dans la presse mainstream, et si vous, dans les médias plus catégorisés dans les quartiers populaires comme les Bondi Blog notamment, est-ce que ça se ressent aussi ou pas du tout? Je ne sais pas si, par exemple, Abdelali, en tant qu'acteur, il a eu des défiances à répondre à certains médias. Je pense que lui, il est plus à même de répondre à la question que nous. Enfin, nous, c'est des choses qu'on entend de la part des gens qu'on rencontre. Mais donc, du coup, comme il y a des personnes qu'on rencontrait là... Oui, bien sûr. Alors, pendant la crise, même hors de la crise, j'ai eu plusieurs cas de figure d'expérience. C'est qu'on a des médias en fait qui nous sollicitent et ils veulent du sensationnel. Moi, j'ai pas de sensationnel à vendre en fait. Je sais pas faire ça. Hier, j'ai un média que je citerai pas qui m'a appelé. Est-ce qu'il ne peut pas intervenir pour le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme? Je comprends rien moi à ça. Moi, je suis là pour soigner, en fait. Je suis pas là pour expliquer qu'est-ce que le séparatisme. J'y connais rien. Donc, en fait, il y a aussi, je pense, de la part des médias,
une mauvaise façon d'aborder les sujets. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est important, c'est vraiment d'écouter. Et je pense qu'en écoutant, on va mieux traiter ces sujets-là. Et en fait, les sujets, quand ils sont traités, ils sont déjà avec un a priori de la part de la personne qui vient vous voir. On a eu des médias qui sont venus nous voir pendant la crise et qui essayaient de détourner la façon dont ils avaient envie de faire leur sujet. Et moi, je suis très direct, en fait. Je suis sans pitié. C'est-à-dire que tu viens ici, chez moi, dans mon territoire, toucher des gens qui, aujourd'hui, vivent la crise sociale, c'est pas pour les instrumentaliser, c'est pas pour les utiliser. Donc, c'est pas des objets. Donc, il y a aussi une démarche de cadre que moi, j'impose. J'accepte pas tout le monde parce que j'ai envie de pas accepter tout le monde. Et puis, quand on demande, il y a une façon de demander que les médias, parfois, ils ont l'oubli de faire. C'est-à-dire que parfois, ils ont une démarche plutôt de c'est un dû. J'ai pas de dû. Moi, t'es qui, toi? T'es pas ma mère, t'es pas mon père. Et à un moment donné, il y a aussi, et moi, c'est ce que j'aime, c'est certains médias, que ce soit Bondi Blog ou d'autres qui sont venus nous voir, c'est ils se sont assis avec nous, en fait. Et ils nous comprennent et ils prennent le temps des choses. C'est pas à la va-vite. J'ai l'impression parfois que certains médias, c'est un McDo, en fait. C'est, tu vois, c'est le menu pas cher, là, 4 € et on repart. Et en fait, non. Je pense que pour durer, il faut avoir une approche plutôt de comprendre les codes, de comprendre cette population. Et je vais juste revenir sur un sujet. Tout à l'heure, il y a le monsieur qui était de la ruralité, le monsieur là-bas. Moi, je suis né en ruralité, mais c'est un peu particulier parce qu'il y a la ruralité et il y a le quartier en même temps, dans le même territoire. Moi, j'ai connu le fromage à 12 ans. Je ne savais pas ce que c'était le fromage. Et je pense qu'il y a aussi une approche où on a trop de... aujourd'hui, en la France, j'ai l'impression qu'il y a 2 États. Il y a 2 trucs qui sont un peu dans une opposition. Et comme l'ont rappelé les collègues, il n'y a pas d'opposition. Nous, on est là pour effectivement toucher tous les publics. Parce qu'en fait, la crise sanitaire et la crise sociale, elle n'a pas fait de distinction aujourd'hui. Sociale, elle a touché tout le monde, elle a tué tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, noir, blanc. Bien entendu, elle a touché beaucoup plus certaines catégories sociales. Les chiffres l'ont donné, l'INSEE, plus de 130% de surmortalité dans le 93, avec 3 catégories qui sont revenues, c'est l'Afrique du Noir, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Maghreb et les Asiatiques. Alors après ça c'est une définition scientifique parce que on sait que ça touche beaucoup plus ces populations pour des raisons scientifiques, mais à un moment donné votre travail en tant que journaliste, et je parle à la jeunesse mais je parle aussi aux plus anciens qui vont transmettre à la jeunesse, c'est je pense que c'est comme nous quand on soigne. Ayez une moralité en fait, parce qu'en face de vous, vous avez des êtres humains et quand ils rentrent chez eux, ils vivent des situations très difficiles et nous on a vraiment vu des gens dans l'isolement le plus total. On a été toqués aux portes avec voir les bénéficiaires, on a trouvé des gens décédés depuis plusieurs semaines et en fait je pense que c'est ça qui doit vous parler. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire dans le 93. Vous ne pensez pas que les gens dans le 93 ils ont du mal à faire en sorte de comprendre la distanciation sociale, le masque. En fait, arrêtez. Je trouve que, en fait, on est dans un. En fait, moi, je regardais la télé avant, je trouvais que je me cultivais. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire de la malbouffe journalistique. Je sais pas, je suis un peu direct, mais j'englobe pas tout le monde parce qu'il y a des médias qui font un travail formidable. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la télé quand je vois les animaux, la nature. Et en fait, il n'y a que ça qui me parle. En fait, aujourd'hui, j'arrive pas à avoir de médias, en tout cas très peu de médias qui ont une approche plutôt positive de ce qui se passe dans nos territoires, en ruralité et dans les quartiers. Merci Latifa, merci Abdelali, merci Yacine pour ce moment. Et donc si on devait conclure, on va reprendre ta phrase, ayez plus de moralité voilà, et parlez mieux de la banlieue. Voilà, merci beaucoup.